le samedi, on aura une idée de l'efficacité de la sensibilisation, mais je vous assure que quand vous rentrez dans les cercles des jeunes, quand vous rencontrez les populations, quand vous discutez avec les citoyens, l'indignation est là, la frustration est toujours là, même si c'est vrai, les arrestations, les détentions arbitraires, les tueries, tout cela a marqué les esprits. Et je pense que notre message qui consiste à dire à tout le monde, vous savez, un peuple qui veut se libérer doit être prêt à tous les sacrifices. Nous espérons que ce message est de plus en plus entendu et que progressivement les différentes forces vont se remettre en ordre de bataille et viser le même objectif qui est le changement du système de gouvernance. Donc, nous pensons vraiment que ce message sera entendu et que le samedi, nous aurons une participation conséquente, substantielle des citoyens au meeting du 9 mai. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Fidèles internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver. Au Togo, la société civile et l'opposition tentent toujours de mettre la pression sur le régime de Faure Gnassingbé, passé de président à président de conseil, mais qui a toujours le contrôle du pays. Une manifestation est prévue le 9 mai prochain, annoncée depuis près d'un mois. Est-ce que le mouvement qui rassemble désormais la société civile et les acteurs politiques pour que la gouvernance change au Togo a réussi à avoir l'autorisation de manifester? On va en parler avec l'un des acteurs. Il s'agit du professeur David Dossé, qui est le porte-parole du Front citoyen Togo Debout et figure influente de ce nouveau mouvement dont je parle. Professeur Dossé, bonjour et merci d'accepter une nouvelle fois notre invitation. Bonjour et merci également de l'invitation. Très heureux. On va commencer par ce qui fait l'actualité, professeur Dossé, le retour en prison de l'activiste Affexio qui avait été remise en liberté conditionnelle il y a quelques mois. Est-ce que cette actualité ne met pas un peu du plomb dans l'aile quand on sait que le 9 mai prochain, une manifestation est prévue? Est-ce que ça ne démobilise pas un peu ceux qui étaient prêts à sortir? Non, je pense que c'est plutôt un facteur, un élément nouveau qui vient renforcer notre détermination et la détermination des forces de résistance. Nous avons toujours dit que la lutte au Togo, c'est une lutte de libération parce qu'en face, nous avons un régime qui est une vraie dictature et une dictature se sert généralement de la justice comme outil de répression. Donc c'est encore une manifestation du visage de cette dictature et il faut donc renforcer la lutte, renforcer la détermination pour mettre un arrêt définitif à ce genre de pratique. Aujourd'hui, l'arrestation d'Affexio ne s'explique pas, ne se justifie pas. C'est juste un moyen que le pouvoir a trouvé pour essayer d'intimider, de faire peur à la jeunesse. Mais je pense que cette fois-ci, ça ne passera pas. La jeunesse togolaise, elle a été suffisamment traumatisée par les violentes répressions de manifestations souvent pacifiques. Est-ce que dans ces conditions, vous êtes arrivé à les mobiliser? Est-ce que la sensibilisation a marché? Nous l'espérons. De toute façon, le samedi, on aura une idée de l'efficacité de la sensibilisation, mais je vous assure que quand vous rentrez dans les cercles des jeunes, quand vous rencontrez les populations, quand vous discutez avec les citoyens, l'indignation est là, la frustration est toujours là, même si c'est vrai, les arrestations, les détentions arbitraires, les tueries, tout cela a marqué les esprits. Et je pense que notre message qui consiste à dire à tout le monde, vous savez, un peuple qui veut se libérer doit être prêt à tous les sacrifices. Nous espérons que ce message est de plus en plus entendu et que progressivement les différentes forces vont se remettre en ordre de bataille et viser le même objectif qui est le changement du système de gouvernance. Donc nous pensons vraiment que ce message sera entendu et que le samedi, nous aurons une participation conséquente, substantielle des citoyens au meeting du 9 mai. Est-ce que ce meeting qui est un rassemblement populaire a été autorisé par le gouvernement togolais? Au Togo, les choses ne se font pas comme cela, c'est-à-dire que les choses ne se font jamais dans la normalité. Au Togo, il y a des règles pour les autres et ces règles ne sont jamais respectées par le pouvoir en place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un cadre restrictif qui encadre les manifestations. Nous avons tout fait pour nous conformer aux dispositions de ce cadre, de cette loi. Et donc, nous avons rempli toutes les formalités administratives. Et en principe,
72 heures avant la manifestation, si jamais il y a un élément qui amène l'autorité à interdire la manifestation, cela doit être signifié clairement aux organisateurs. Mais généralement, ce qui se passe au Togo, c'est que c'est à 24 heures, la veille, au soir, qu'on vous annonce tranquillement que la manifestation est interdite et souvent sur des motifs fallacieux. Mais c'est ainsi. Donc, il y a ce que dit la loi et ce que fait l'autorité publique. Mais nous n'aurons jamais un document nous disant clairement vous avez le feu vert pour la manifestation. Toujours est-il ayant rempli les différentes dispositions administratives, nous sommes dans les préparatifs et nous espérons qu'il n'y aura pas demain, vendredi, à 17h, un document adressé aux organisateurs pour dire que la manifestation est interdite. Puisque nous enregistrons cet entretien, ce jeudi, on est à 72 heures, donc si les choses doivent se passer normalement, votre manifestation se tiendrait. Si les choses devaient se passer normalement, a priori, le samedi, nous serons à la place de Akassime, c'est à Lomé, à partir de 14h pour le meeting populaire afin d'entretenir... Le 13 janvier 1963, à 2h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio l'a montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. La population sur un certain nombre de faits qui démontrent clairement la mauvaise gouvernance au Togo et présenter à la population des propositions en termes d'action pour obtenir le changement. Vous ne voulez pas l'appeler coalition, hein? Vous estimez que c'est un mouvement qui rassemble des acteurs de la société civile et des partis politiques de l'opposition qui sont fatigués de la gouvernance des Gnassingbé. Il s'agit donc de ce cadre national de concertation pour le changement, le CNCC. Est-ce qu'il y a de nouveaux membres? Est-ce que vous avez de nouveaux adhérents? Disons que depuis le 13 avril 2026, où nous avons officiellement mis en place ce cadre par la signature de la charte, il y a des discussions qui se poursuivent, mais nous sommes tellement focalisés sur l'organisation de cette manifestation que pour l'heure, nous n'avons pas vraiment poursuivi les discussions pour voir si de nouvelles entrées peuvent se faire. Et ces discussions se font aussi bien au plan national qu'au sein de la diaspora, puisque c'est un cadre, vous avez bien fait de rappeler que ce n'est pas une nouvelle coalition, c'est un espace ouvert tout simplement aux différentes organisations citoyennes, aux différentes organisations politiques engagées dans la résistance pour que ces différentes organisations puissent ensemble discuter, se concerter et peut-être ensemble procéder à des actions communes. Ce n'est pas un regroupement, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de coordination et donc ce cadre est ouvert, mais bien sûr, il admet de nouvelles entités sur la base de certains principes qui sont inscrits dans la charte. Il faut accepter absolument le respect de ces principes, de ces dispositions avant de pouvoir adhérer. Pour quelles raisons principalement, quelques-unes, pour quelles raisons principalement est-ce que vous organisez le meeting de samedi prochain? J'étais sur une antenne aujourd'hui et je disais que la lutte pour la libération au Togo n'a pas commencé en 2024. Il y avait déjà tellement d'éléments de mauvaise gouvernance, la corruption qui est endémique. Je voyais le dernier rapport du Global Financial Integrity qui rappelait qu'au Togo, chaque année, en termes de flux financiers illicites, c'est pratiquement 800 milliards de francs CFA qui disparaissent. C'est la moitié du budget national. Et donc, ce sont des situations extrêmement graves qui existaient depuis des décennies et qui continuent, qui perdurent. Et donc, tous ces éléments de diagnostic vont être discutés le samedi, présentés à la population. Et à partir de là, nous demandons à la population de prendre conscience et de prendre ses responsabilités. Les activistes du mouvement du 6 juin, le M66, demandent
la démission ou le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir, même s'il n'est plus président en tant que tel, il est le chef de l'exécutif en tant que président du Conseil des ministres. Est-ce que c'est aussi votre objectif? Vous savez, si vous reprenez la déclaration que nous avions faite l'année dernière en juin, bien sûr, il n'y avait pas toutes les entités membres du cadre, mais le gros de l'effectif était déjà là et ces entités avaient clairement souhaité que, compte tenu d'un certain nombre d'éléments très très graves, notamment ce changement de constitution qui s'apparente, qui est un coup d'État constitutionnel, un coup d'État contre la nation togolaise, que l'on en tire les conséquences qui s'imposent. Et parmi les décisions, nous avons dit qu'il était important que on puisse assainir la scène politique, et il fallait la démission, le départ du président Faure Gnassingbé. Et je me souviens qu'un média, notamment RFI, avait repris certains propos suite à cette conférence de presse. On avait fait un éditorial, et depuis cette sortie sur RFI est suspendu. Donc depuis pratiquement une année, nous n'avons plus accès à Radio France Internationale au Togo. Donc c'est pour dire que nous sommes totalement en phase avec ce que la jeunesse togolaise a demandé. Nous sommes en phase avec cette proposition. Je ne sais pas si c'est une proposition, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, mais avec cette proposition du mouvement 66, du M66, parce que c'est un coup d'État contre la nation togolaise. C'est un acte extrêmement grave, c'est une trahison à l'endroit du peuple togolais, et une fois que l'on a posé un acte aussi grave, on ne peut plus légitimement rester à la tête de la nation. Donc, vous estimez que normalement, la manifestation se tiendrait samedi prochain, mais si au dernier moment, comme c'est souvent le cas au Togo, elle était interdite, est-ce que vous allez forcer ou vous allez tranquillement vous ranger? Non, vous savez, nous le disons clairement, il y a eu l'année dernière des événements extrêmement douloureux, il y a eu des pertes en vies humaines. Nous avons pris le temps d'aller vers les familles. Nous n'avons même pas fini de penser les cœurs meurtris. Nous avons été vers les familles au Togo. Nous avons été vers les familles au Bénin, puisqu'il y a eu des citoyens béninois qui ont été massacrés également, malheureusement. Et nous ne voulons pour l'heure pas nous inscrire dans une stratégie d'affrontement. Nous voulons rassurer tout le monde et dire à tout le monde que nous tenons absolument à préserver l'intégrité physique de chaque citoyen. Si le pouvoir décide d'abuser et de violer une fois encore une liberté fondamentale, un droit constitutionnel, en empêchant une réunion publique pacifique, soit nous prendrons acte, mais nous avons aussi prévu une autre façon de réagir, qui ne sera pas une action violente, mais surtout qui préservera l'intégrité physique des citoyens. Donc nous ne sommes pas du tout dans une logique d'affrontement. Suite à la dernière interview que vous avez accordée à notre chaîne Enjeux d'Afrique, beaucoup de Togolais sont venus dans les commentaires dire que vous, au Togo, vous parlez trop, qu'il faut maintenant passer à l'acte, passer aux actions. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je dis que ce serait peut-être plus judicieux que chacun balaie devant sa porte. Vous savez, quand vous voyez un peu ce qui se passe dans la région de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, souvent ces activistes dont vous parlez, ces activistes ont souvent tellement plus de problèmes dans leur pays. Et nous soutenons tous les activistes de tous les pays qui se battent pour la libération de leur peuple. Et nous espérons pouvoir aussi bénéficier de soutien d'activistes qui comprennent tous les sacrifices consentis par le peuple togolais. Faites un peu le bilan des pertes en vies humaines au Togo. Déjà depuis 2017, tous les enfants qui ont été tués, les personnes en exil, les personnes définitivement handicapées. Je pense que le peuple togolais, c'est le peuple, en tout cas il fait partie des peuples qui ont consenti le plus de sacrifices pour obtenir la liberté et la libération. Et un des derniers remparts contre lequel nous n'avons peut-être pas pu trouver de solution jusque-là,
c'est l'armée, il faut le dire clairement. S'il n'y avait pas eu l'intervention de l'armée au Togo, je pense que nous aurions réglé ce problème d'alternance, ce problème de changement de système de gouvernance depuis des décennies. Et dans les autres pays où les choses ont pu aller dans le sens du peuple, c'est qu'à un moment donné, l'armée s'est rangée du côté du peuple. Et donc, ceux qui disent ce genre de choses devraient peut-être raison garder et revoir l'histoire du Togo, revoir ce qui s'est passé en 2017 et en 2018. C'était de l'action pure et véritable. Les Togolais étaient partout. Nous avons investi tous les lieux, aussi bien au Togo que dans la diaspora. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu des actions de liberté, des actions de libération qui étaient aussi fortes dans d'autres pays. Voilà, c'est l'histoire de chaque pays, c'est la trajectoire de chaque pays. Nous sommes conscients de nos difficultés, nous sommes conscients de nos insuffisances, nous ne jetons la pierre à personne. Professeur Dossel, là, vous jetez la pierre aux activistes étrangers, mais je peux vous rassurer que ce ne sont pas que les étrangers qui tiennent ce discours. Des Togolais, des fils du Togo même vous le disent. Et là, vous ne leur avez pas encore répondu. Alors, je pense que ce que je suis en train de développer démontre clairement que les Togolais ne sont pas restés simplement dans les paroles. Il y a eu des actes concrets qui ont été posés en 2017, c'est ce que j'étais en train de dire. En 2018, on a vu une masse humaine partout au Togo, de Lomé au sud à Saint-Cassé au nord. On a vu les Togolais dans la diaspora. Si on ne peut pas appeler ça des actes, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler tout cela. Ce sont des actions qui ont failli porter des fruits. Le pouvoir était à terre. Nous en sommes très conscients puisque nous avons eu des témoignages de la part de personnalités étrangères, des personnalités de la diplomatie étrangère. Nous avons eu des témoignages de la part de personnalités gouvernementales, étatiques au Togo. Le pouvoir était à terre, mais je vous l'ai dit, malheureusement, il y a eu cette donne que nous n'avons pas pu maîtriser jusque-là. C'est que, à un moment donné, l'armée a été le dernier rempart et ce dernier rempart a permis au pouvoir de se relever. C'est tout. Et dans les autres pays où il y a eu le changement, regardez, les populations n'ont jamais été en confrontation avec leur armée. Au contraire, leur armée a servi de rempart pour protéger les populations, ce qui n'a pas encore été le cas au Togo. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, même si on est Togolais, surtout si on est étranger, avant de sanctionner ceux qui se battent avec tous les sacrifices possibles, avec toutes les difficultés au Togo pour le changement. Professeur Dossel, je vois que vous êtes très nostalgique de ces grandes manifestations, oui, de ces vastes mobilisations de 2017, mais il se fait que ça n'a rien changé, le pouvoir n'est pas tombé, il s'est plutôt radicalisé, les manifestations sont quasiment impossibles chez vous. Est-ce que vous ne restez pas bloqué dans un passé qui ne vous permet pas d'évoluer? Je vous assure qu'il faut pouvoir se servir des leçons du passé, des expériences du passé pour construire l'avenir. Oublier le passé, ce serait une erreur dramatique dans cette longue lutte de libération du Togo. Nous avons appris de 2017 et de 2018. Nous avons eu des enseignements. Nous avons eu des succès, nous avons engrangé des succès puisque nous avons vu plusieurs villes être en mesure de se lever comme un seul homme, aussi bien au Togo que dans la diaspora. Ce sont des choses qui nous ont appris énormément et donc nous voulons rebâtir sur cela, sur cette expérience, sur cet acquis pour pouvoir demain. Là, vous l'avez dit, nous avons un meeting le 9. Le meeting du 9, nous ne nous attendons pas à avoir des millions de personnes dans la rue. Ce n'est pas possible. Ce serait une illusion. Mais c'est une façon de reconstruire quelque chose parce que nous étions tellement proches du but que le fait d'avoir échoué à saisir ce changement, cet objectif qui était le nôtre, a fait que les gens sont dans la désillusion totale, dans le découragement total. Donc il faut rebâtir. Il faut rebâtir en voyant ce qui a marché en 2017 et en 2018 et surtout en voyant ce qui a fait que nous étions tellement proches du but que nous n'avons pas pu accéder à l'objectif définitif et voir comment est-ce que dans une phase prochaine, puisqu'il y aura certainement une phase prochaine, nous pourrons cette fois-ci transformer l'essai. Et je le dis, hein, quand on dit que 2017 et 2018 ça n'a rien apporté, j'ai dit non, c'est faux. C'est faux parce que en ayant rencontré certaines personnes par la suite, nous avons compris que le pouvoir était à terre. Le pouvoir était à terre, mais nous n'avons pas pu transformer l'essai, ce qui est dommage pour le Togo, mais nous étions presque arrivés au but. Une dernière question, professeur David Dossel. À part vous, qui êtes les leaders et les activistes qui mettent la pression pour que ça change, est-ce que finalement le peuple togolais n'est pas désabusé par toute cette décennie de combats sans résultat?
J'ai un ami, une personnalité du Bénin qui m'a dit, tu sais, je respecte énormément le peuple togolais. C'est un peuple résilient, en dépit de toutes les tentatives, ce que vous subissez. Je pense que nous, au Bénin, nous n'avons pas subi cela. Mais vous êtes toujours là, vous répondez toujours présent, et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, parce qu'effectivement, il a reconnu la résilience d'un peuple. Oui, nous sortons d'une phase extrêmement pénible. Je l'ai dit, il y a eu tuerie, il y a eu mort d'hommes, des enfants qui ont été tués. Vous imaginez toutes les familles aujourd'hui meurtries. Et tout cela fait que le peuple se pose énormément de questions. Mais quand c'est comme cela, faut-il baisser les bras et se dire que définitivement c'est fini? Ou est-ce qu'il faut essayer de remettre les choses en ordre progressivement, méthodiquement, mettre en place des structures qui permettent aux gens de se dire que un combat n'est pas fini tant que la victoire définitive n'est pas acquise. Et la victoire définitive, mais c'est une cause noble. C'est une nation enfin souveraine, un peuple enfin respecté, la fin d'une dictature, un système de gouvernance qui permette un développement inclusif. Ce sont les messages positifs que nous essayons d'insuffler aujourd'hui au sein de la population. Que les gens comprennent que se battre, ce n'est pas se battre contre quelqu'un, c'est se battre contre un système délétère qui détruit une nation, et qu'en lieu et place, nous voulons construire un pays uni, un pays qui bénéficie de ses ressources et qui fait en sorte que le développement soit un développement inclusif qui concerne la majorité, qui concerne l'ensemble du peuple, et non un développement, entre guillemets, ou une croissance réservée à quelques individus. Je vous l'ai dit, Global Financial Integrity vous dit que 800 milliards disparaissent chaque année dans notre pays. C'est faramineux, c'est inacceptable. Voilà donc le message positif qu'il faut insuffler, et nous pensons que ce message passe. Nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, beaucoup d'indignation, beaucoup de frustration. Dieu seul, puisque c'est le maître suprême, sait à quel moment cette indignation, cette frustration va se matérialiser sur le terrain. Mais nous devons travailler, et le jour où cette frustration sera vraiment matérialisée sur le terrain, il faut que nous soyons en mesure de capitaliser sur cela pour que le changement puisse se faire. Professeur David Dosset, merci à vous d'avoir répondu aux questions d'Enjeux d'Afrique. Merci également. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Front citoyen Togo Debout, une organisation qui est membre du cadre national de concertation pour le changement, ce nouveau creuset que société civile et partis politiques d'opposition avaient mis sur pied au Togo pour continuer la lutte contre le régime de Faure Gnassingbé. Fidèles internautes d'Enjeux d'Afrique, ainsi prend fin à ce nouvel entretien sur la situation politique au Togo avec l'opposition qui ne veut pas baisser les bras, qui continue le combat, même si les conditions sont extrêmement difficile. Le débat se poursuit donc, comme vous le savez désormais, dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que cette mobilisation va porter des fruits? On attend de voir le 9 mai. En attendant, on se dit à très prochainement pour d'autres entretiens sur Enjeux d'Afrique.